Dernière partie des visiteurs du soir, on va changer d'ambiance comme souvent dans cette émission. Bonsoir Philippe Franck. Bonsoir. Quel plaisir de vous accueillir ici dans nos studios, dans les studios d'LN24. Vous êtes bien sûr le dessinateur du célèbre héros de bande dessinée Largo Winch. Vous nous présentez ceci, le 23e tome déjà de Largo Winch. On rappelle quand même Largo Winch, c'est près de 11 millions d'albums vendus dans le monde, traduits dans 20 langues. Les frontières de la nuit, c'est le nom de ce 23e tome, Philippe Franck, avec un Largo Winch qui se retrouve finalement confronté à des enjeux de société très actuels. La nouvelle économie des technologies, le voyage spatial, l'écologie, évidemment, on en parlait ici il y a quelques instants avec cette COP26 à Glasgow. Mais avant ça, Philippe Franck, pour ceux qui ne connaissent pas Largo Winch, si ça existe, évidemment, comment est-ce que vous le présenteriez, ce Largo Winch et puis ce groupe W? Alors, celui-là, il est... Quand on a commencé à réfléchir à cette histoire de navette suborbitale... Avant de parler de ça, justement, le personnage Largo Winch, qui est-il ? Le personnage Largo, on va dire, j'ai pour habitude de dire que c'est un animal sauvage parmi les animaux domestiques. Voilà, je ne sais pas si ça le résume bien, mais c'est un rebelle. Pour ceux qui connaissent, ça le résume bien en tout cas. Ouais. Venons-en maintenant à ce 23e tome, Philippe Franck. On retrouve Largo Winch dans l'espace, ouverture comme ça de cet album, Largo Winch dans l'espace, avec une sorte de philanthrope à la Elon Musk qui est avec lui, qui veut faire du voyage spatial touristique une réalité. Comment avez-vous fait pour savoir que ce sujet serait autant du goût du jour aujourd'hui, en novembre 2021 ? On a parlé des voyages spatials il y a moins d'un mois maintenant. Je ne suis pas un grand visionnaire, disons que je m'intéressais au prototype de Richard Branson déjà il y a 10 ans. Alors, avec des bonheurs et des malheurs, puisqu'il y a quand même un de ces prototypes qui s'est crashé dans le désert du Nouveau-Mexique il y a quelques années, avec le décès d'un pilote d'essai. Et voilà. Je savais que ça aurait lieu, mais ce que j'ignorais, c'est que tous les trois, les trois principaux acteurs, Jeff Bezos, Elon Musk et Branson, allaient y aller de l'un sa navette suborbitale, l'autre sa capsule et son module. Donc voilà, ça c'est le hasard. Il y a toujours eu un lien avec l'actualité quand vous préparez justement les bandes dessinées Largo Winch. Vous arrivez comme ça à déceler l'actualité qui risque de s'imposer. Vous parlez justement en disant je ne suis pas visionnaire, pourtant on a l'impression que vous arrivez chaque fois à viser juste. En fait, il y a trop de sujets aujourd'hui. L'économie est complètement bouleversée depuis l'avènement du numérique et d'Internet. Et donc, ce n'est pas les sujets qui manquent. Notre seul problème, c'est trouver le bon qui sera d'actualité au moment où l'album sortira. L'idée date de quand ? Il y a 4 ans, c'est ça ? Oui, mais il faut 2 ans pour faire un bouquin. Donc, le temps d'écrire le scénario, d'avoir l'idée d'écrire le scénario et puis de réaliser l'album en dessin. Oui, à peu près 4 ans de délai. Dans cet album, il est question de la Silicon Valley, de l'espace, 2 endroits dans lesquels Largo Winch n'a jamais mis les pieds. Non, cet album aussi, c'est le passage de flambeau, on peut le dire aussi, entre Jean Van Damme et puis votre nouveau scénariste, Eric Giacometti. Ça montre aussi finalement cette nouvelle histoire, ces nouveaux lieux, une nouvelle transition aussi pour Largo Winch vers un nouveau monde. Californie, c'est un peu le passage obligé si on s'intéresse aux technologies. Aux technologies, la Silicon Valley et le reste. Oui, voilà, mais bon, moi ça me plaît parce que ça me permet de dessiner des choses que je n'avais encore jamais abordées par le passé. Justement, comment ça se passe le contact entre le scénariste et le dessinateur ? Vous fixez à deux les thèmes ou vous lui proposez des planches et de là il fait une histoire ? Comment ça se passe ? Oui, mais là, moi je lui avais fait part d'une idée comme ça. Largo se réveille et en se réveillant, il est en orbite autour de la Terre. Lui, il a brodé autour. Il a bien brodé, parce que c'est exactement comme ça que s'ouvre évidemment ce 23e tome. Avant de parler aussi de la difficulté parfois de surprendre le lecteur en bande dessinée, comme il est parfois coutume de le faire dans le cinéma, avec une plus grande facilité, Nadia Guerre, sur ce 23e tome. Oui, moi je vais redescendre sur Terre, avec un passage qui m'a interpellée. Vous avez dessiné une créature improbable, une espèce de gigantesque blonde, pulpeuse, ravissante, etc., qui se fait draguer dans un établissement, qui tient un cochon en laisse qui s'appelle Donald. Avec une cravate rouge, ça m'a quand même un petit peu interpellée. Et qui se fait un peu dragouiller un peu lourdement, qui envoie un verre à la tête du gars qui essaie de la draguer. Et puis il y a ce commentaire, oui, ça fait une semaine, qu'elle fait partie d'un groupe de femmes qui sont là depuis une semaine à manifester contre le harcèlement sexuel. Alors j'ai trouvé ça très drôle, et je me suis demandé quelle était votre intention, s'il y avait là une critique, un clin d'œil, un regard justement sur un phénomène de société, puisque vous parliez tout à l'heure du fait qu'il y avait beaucoup de choses à aborder et qu'on avait parfois du mal à sélectionner.
Le hashtag MeToo, c'est une réalité. Voilà. Ouais. Mon scénariste avait envie d'y faire référence dans cet album parce que ça fait partie de notre quotidien aujourd'hui. Et évidemment, c'est rigolo parce que tout le monde sait, en tout cas les lecteurs de la première heure de cette série, savent que Simon Ovronas c'est un gros dragueur, on va dire le mâle un peu lourd, un peu lourdeau. Voilà. Et c'était amusant de le voir se prendre une veste ou un râteau face à cette fille. Voilà, c'est juste une petite pointe d'humour comme ça, mais sans aucune, on va dire, critique négative vis-à-vis des femmes ou de ce hashtag MeToo, de ce mouvement. Voilà. Mais quand même un cochon avec une cravate rouge qui s'appelle Oui, quand même. Donald. Oui, ça aussi quand même. Hein. Lui aussi est incontournable. Il y en a d'autres sur la planète. Alors, on a la chance ce soir, Emmanuel Botiot, vous êtes un grand fan de Largo Winch, vous me l'avez dit ici en off, vous avez tous les tomes justement de Largo Winch. Votre regard, votre ressenti sur les prémices de l'histoire qu'on vous a dévoilées ce soir? Ah, je ne l'ai pas encore lu en détail. Hein, puisque... C'est dans l'espace. Mais je suis content d'avoir reçu, je pense lire ce soir même. Non, je suis intéressé parce qu'en effet, c'est ce côté un peu rebelle et il y a un peu ce contraste d'homme d'affaires mais qui ne pense pas comme les autres. Et c'est vrai, c'est intéressant de le voir évoluer au fil de ces nouveaux combats. Hein. Il y a quelques albums déjà, il avait viré un peu, pas écolo, mais enfin, en tout cas, il voulait défendre davantage des groupes des êtres humains. Oui, parce que comme vous le dites, il s'attaque à des phénomènes d'actualité, avec notamment la modernisation forcée de son groupe, plus humaniste, plus solidaire, plus responsable, vraiment à l'ordre du jour, en tout cas aujourd'hui, Philippe Franck. Est-ce qu'on peut comparer le groupe W avec d'autres groupes aujourd'hui? Vous parliez tout à l'heure d'Elon Musk, de Richard Branson ou encore de Jeff Bezos. En fait, le seul point de science-fiction dans cette série, c'est notre big board, où on a pratiquement atteint la parité entre hommes et femmes, parce que nulle part ailleurs dans le monde vous ne trouverez autant de femmes autour présentes aux côtés des hommes pour les différentes divisions des secteurs économiques. Voilà. Ça n'existe pas. Vous en trouverez une ou deux, mais pas 6 face à 6 hommes. 6 femmes face à 6 hommes, vous ne trouverez pas. Mais dans cette idée aussi de voir ces grands groupes décarboniser leur économie, comme parfois des grands pays, ça aussi, c'est l'actualité qui vous a inspiré? Oui, mais on ne peut pas faire abstraction du monde dans lequel on vit. Largo, ce sont des albums qui sont contemporains, on va dire, de l'époque à laquelle ils sortent. Et voilà. Alors ça a aussi un intérêt, c'est que ça met en perspective les tout premiers albums qui sont sortis, qui ont l'air d'être aujourd'hui démodés, ceux des années 90. Mais quand le premier est sorti, il était bien moderne et contemporain de son époque. Oui, et donc on peut voir aussi l'évolution de notre société, évidemment, en contemplant l'évolution des tomes de Largo Winch. Au niveau de votre travail de recherche, ça c'est vraiment intéressant et vraiment important pour la confection de ce 23e tome, l'album bénéficiait de l'expertise du spationaute Jean-François Clairvoy. Vous avez vous-même eu la chance de faire il y a quelques mois un vol en 0G. Comment est-ce que vous êtes organisé pour que ce qui se trouve dans ce 23e tome colle finalement à la réalité de l'industrie du spatial? Il se fait que je suis toujours partant pour des aventures, des conneries à faire. Mais non, Jean-François Clairvoy, en fait, c'est quelqu'un que je connais depuis une dizaine d'années. On voit d'ailleurs à l'image votre tour. Je l'avais rencontré ici à Bruxelles, à Nemo 33, d'ailleurs où je vais quand même annoncer qu'il y a une exposition sous-marine à Nemo 33 des 46 planches de ce nouvel album. Je vais participer à la couchage le 11 novembre, dans quelques jours. Et Jean-François, voilà, je l'avais rencontré et ce qui m'a rassuré d'une certaine manière quand j'ai attaqué cet album, parce que ces décors et cette thématique des navettes spatiales, je me sentais pas trop à l'aise parce que c'est pas mon quotidien. Et le fait d'avoir Jean-François à mes côtés, je lui ai quand même envoyé pendant 2 ans, au fur et à mesure de l'élaboration du bouquin, les planches au crayon, puis ensuite les planches à l'encre. Il a été de précieux conseils, constamment. Et ça m'a permis d'affiner certains détails. Voilà. Alors, pour le lecteur, ça passera peut-être inaperçu, mais... pour les puristes. Pour les puristes, Jean-François on a l'assentiment de Jean-François Clairvoy qui trouve que c'est très réaliste. Donc, voilà. Tant mieux. Robin Verteneuil, votre regard sur
sur Moi, Largo Winch? j'ai un regard de gamin parce que je suis pas très bande dessinée. Je disais hors antenne que moi, la bande dessinée s'est arrêtée à Tintin, Obélix, les Tuniques Bleues et Bob et Bobette, et après ça, j'ai plus trop. Largo Winch, moi, je l'ai découvert à travers les films, les deux premiers films qui ont été mis en scène avec je ne sais plus quel acteur. Thomas Sisley. Oui, c'est ça. Et donc j'ai découvert, donc ça m'a intéressé, mais je suis très content qu'on me l'ait offert parce que je vais donc du coup me lancer dans la lecture de cette bande dessinée. Peut-être que je vais y prendre goût. Mais ce que je trouve intéressant dans ce que je viens d'entendre et qui est expliqué, parce que c'est un peu la critique que j'avais vis-à-vis de la bande dessinée, mais c'est sans doute parce que je la connais pas du tout, la bande dessinée. J'avais parfois l'impression que le monde de la bande dessinée était justement un monde artificiel qui n'était pas tellement en phase avec la réalité. Et quand j'entends ce que vous êtes en train d'expliquer, que depuis le début de Largo Winch, c'est au contraire un héros qui est parfaitement dans l'actualité, ça commence je trouve, à devenir beaucoup plus intéressant. Alors je fais mon malin en disant ça, je m'imaginais bien qu'il devait y avoir quelques auteurs de bande dessinée qui travaillaient dans le réalisme. Simplement, c'est un média auquel je n'ai pas encore adhérer tout à fait. En parlant justement de votre travail, en parlant du média de la bande dessinée, vous avez dit dans une interview, la BD ce n'est pas le cinéma, il faut vraiment réfléchir à la mise en scène pour surprendre le lecteur. Comment est-ce qu'on surprend un lecteur qui est assis chez lui dans le calme en train de lire une bande dessinée en tant que dessinateur? On n'a pas le mouvement, on n'a pas le son. Et donc les images doivent être travaillées de telle manière qu'elles... oui, effectivement, j'essaye de surprendre mon lecteur. La fabrication en fait d'une planche de bande dessinée est quelque chose d'un peu particulier. D'ailleurs, à ce sujet, il y a une exposition. J'allais le dire, Largo 30 ans déjà. Donc une exposition qui s'ouvre demain à la galerie Huberti et Brain pour les 30 ans. Place du Châtelain, oui. C'est la première fois. Je fais en général pas d'expo-vente. C'est la première fois de ma vie que je montre, que je sors de carton des dessins préparatoires à la construction d'une planche. Et en fait, c'est un long travail d'élaboration, la construction d'une planche. C'est à peu près 3 jours de boulot. Parce qu'au départ, quand on commence, on n'a aucune idée de ce qu'elle aura comme tête après ces 3 journées de travail. Et voilà, il n'y a aucun autre média où on a 8 écrans. Si on compare au cinéma, par exemple, où on a toujours le même écran qui est invariable et où les images se succèdent sur cette surface, on n'a aucun autre média où on a une succession d'autant d'images sur la même page, sur la même surface. Et ben voilà, on encourage évidemment tous nos téléspectateurs à se procurer ceci. Il y a les fêtes qui arrivent en plus, donc ça tombe bien. Le tome de Largo Winch, La frontière de la nuit, évidemment avec Philippe Franck, qui nous a fait le plaisir de passer par cette émission, avec cette exposition qui s'ouvre demain du côté du Châtelain, et puis une exposition à venir du côté de Nemo 33. Ça, on essaiera de donner des informations complémentaires. Merci beaucoup. Merci. Philippe Franck, peut-être juste dire ceci aussi, prochain album, Le Centile d'Or, sorti prévu en novembre 2023. Peut-être au printemps 23. Printemps 23. On vous réinvitera évidemment avec plaisir pour en discuter. Merci beaucoup Philippe Franck. Merci Emmanuel Botiot d'avoir joué le jeu avec nous, le jeu de l'actu jusqu'à 23h. Merci Nadia Gerst, merci Robert Marteneuil. Pas d'émission ce jeudi puisque c'est férié. On vous retrouve évidemment la semaine prochaine. Merci à Richard De Wulf et à Marwan Randou pour la préparation de cette émission. Merci à la technique. Merci à vous surtout de nous suivre chaque soir sur LN24. Demain, Nathalie Galland, avocat pénaliste, sera notre grand invité. On parlera aussi d'intelligence artificielle avec Badr Boussaba et son dernier livre, L'intelligence artificielle dans le monde d'aujourd'hui. Passez une excellente soirée sur LN24 et tout de suite, c'est Nicolas Pipin et votre journal de la nuit. Passez une excellente soirée et à demain, 21h20.